Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui on part sur le dernier sociologue que nous devions étudier cette année. Donc voilà, malgré le confinement, on a quand même réussi à tenir, tenir la barre et aller dans la bonne direction. Donc le dernier sociologue que j'ai gardé à la fin, parce que c'est un sacré morceau quand même, c'est Émile Durkheim. Émile Durkheim, qui est un éminent sociologue français du 19e siècle et du début du 20e. Il est extrêmement important dans la sociologie puisque c'est lui qui va poser les fondements de la sociologie moderne. Voilà, aujourd'hui, ses écrits font partie des références en matière de sociologie. Donc il reste toujours, malgré son grand âge, le sociologue prépondérant au niveau mondial. Alors pour vous présenter un petit peu le contexte d'Émile Durkheim, quelques éléments biographiques. Donc c'est un sociologue français et il est lorrain de confession juive. Ça a son importance quand même parce que c'est pas anodin tout ça. C'est pas anodin. À la fin du 19e siècle, donc il y a des événements politiques en Europe qui sont assez importants, hein, vous les connaissez. Donc bon, bah, début du XXe, c'est la Première Guerre mondiale, mais juste avant, il y a un autre événement qu'on connaît un petit peu moins, mais qui va entraîner hein, cette Première Guerre mondiale. C'est la guerre entre la France et la Prusse en 1870, qui va pour la première fois nous faire perdre l'Alsace et la Lorraine. Donc il est lorrain, déjà, voilà, et il est expatrié de son territoire, hein, puisqu'il ne peut plus vivre en Lorraine, vu qu'elle est allemande. Également, deuxième événement, c'est un événement social très important en France, qui va vraiment bouleverser la société et la politique française, c'est l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, elle se déroule à la toute fin du 19e siècle, et donc elle concerne, hein, juste pour rappel, un militaire lorrain de confession juive, alors qui n'est pas Émile Durkheim, hein, qui s'appelle Dreyfus, et ce soldat-là va être accusé de trahison à tort, hein, on va fabriquer des preuves contre lui, et donc tout ça, ça va durer plus d'une dizaine d'années, et il va être finalement gracié par le président de la République de l'époque. Donc si vous voulez, dans ce contexte-là, forcément Durkheim, eh ben, il a quelques problèmes, voilà, à faire valoir ses idées, de par son origine. Également, donc il est voilà, enseignant, écrivain, philosophe et sociologue, hein, comme beaucoup, il faisait beaucoup de choses différentes en même temps. Il est considéré comme le père de la sociologie expérimentale, hein, c'est-à-dire que vous voyez, hein, par rapport aux sociologues, on est passé à de la sociologie qui va être considérée comme une science dure, à une sociologie qui ne le sera pas du tout, qui sera considérée comme une science humaine. Puis, petit à petit, on va poser les jalons et on va essayer d'analyser de manière plus méthodique. Et donc, Durkheim va mettre en place une sociologie expérimentale. Donc ça sera une des bases de ses travaux. Alors dans ses études, études sociologiques, hein, il va étudier différentes thématiques. Il va se spécialiser sur le suicide, hein, les causes, les raisons des suicides. Également sur la division du travail, qui est très en vogue à l'époque, hein, voilà, on passe de techniques de travail, on va dire artisanales, des techniques de travail qui vont être industrielles, et donc Durkheim, lui, il va étudier ce passage-là, hein, avec tout ce qu'on a parlé, hein, déjà, le taylorisme, le fordisme, etc., etc. Donc il va étudier la division du travail, et puis également le fait religieux, la place de la religion dans la société, puisque cette place de la religion va diminuer, hein, de plus en plus à l'époque, hein. Avec l'industrialisation, on va croire de moins en moins à Dieu, hein. Également aussi avec le développement de la technologie, on va de moins en moins croire en Dieu. Et donc, il développe la méthode sociologique, méthode de travail, méthode d'analyse, méthode de recherche, qui vont être extrêmement importantes. Donc on passe au premier concept sociologique d'Émile Durkheim, les règles de la méthode sociologique.
Donc, je l'ai dit, Durkheim va créer une méthodologie d'analyse de la sociologie qui va être extrêmement importante et qui l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Vous allez voir, on va faire des liens un petit peu avec ce que vous avez vécu, notamment sur le diagnostic de territoire. Donc voilà, on attaque. Donc le sociologue doit étudier les faits sociaux. Donc ça, c'est des choses extrêmement importantes. Il part du principe que chaque événement dans la société est un fait social, d'accord. Donc, par exemple, le suicide est un fait social. La religion est un fait social. Voilà, donc un objet en quelque sorte. Il veut faire de la sociologie une discipline reposant sur la science. Alors, la science, pas tout à fait une science dure, d'accord, une science humaine, mais une science qui peut être analysée, qui peut être étudiée. Il va s'inspirer au départ d'Auguste Comte et du positivisme, même si très rapidement aussi il va un petit peu prendre ses distances par rapport au positivisme, parce que Auguste Comte va trop loin dans son analyse. Lui, il considère quasiment qu'on peut faire de la prédiction grâce à sa méthode d'analyse. Prédiction donc des événements qui pourraient se dérouler. Et donc Émile Durkheim, lui, considère que non, on peut pas forcément prédire puisque l'homme de base est un individu imprévisible. Donc il va un petit peu prendre ses distances, mais par contre il va s'inspirer de la méthodologie analytique d'Auguste Comte et l'adapter pour présenter sa propre méthode. Donc il définit les faits sociaux comme étant des manières de penser, d'agir et de sentir qui existent en dehors des consciences individuelles. Donc la société, voilà, elle a son fonctionnement. Par exemple, si je parle de la religion, la religion fait partie d'un ensemble. Et donc, forcément, ça va influencer une manière de penser dans la société. La société fait pression sur l'individu pour lui imposer des actions. Quand l'individu respecte ses normes, leur comportement va de soi. Donc là, voilà, il nous présente bien l'idée qu'il existe des normes dans la société. Par exemple, dans notre société chrétienne, catholique, l'argent est quelque chose de tabou. Voilà, on ne dit pas combien on gagne. Je suppose que parmi vous, il y en a très peu qui savent concrètement combien gagnent leurs parents. Voilà, peut-être 2 ou 3, mais pas plus. Voilà, parce que en France, l'argent c'est tabou. Voilà, on ne dit pas combien on gagne. Et ben si on va aux États-Unis, donc là c'est une culture protestante. Et ben là on affiche combien on gagne plus facilement. Voilà, parce que c'est un objet de fierté. C'est un objet social de fierté. Donc ça ne pose pas de problème de dire combien on gagne. Donc dans les entreprises, on sait combien gagne un tel ou un tel. Ça se dit, mais pas en France. Alors, il pose 2 règles fondamentales dans sa méthode sociologique. Donc, en fait, là, une fois qu'on a posé un petit peu les jalons de l'organisation, on va mettre en place des règles pour l'analyse. Et donc, il pose 2 règles. Premièrement, les faits sociaux doivent être étudiés comme des choses. Donc, je disais tout à l'heure, un fait social est un objet d'étude. Il faut être extérieur à son étude et il faut faire abstraction des préjugés, ce que lui il appelle les prénotions. Donc ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être juge et parti pris. Quand on analyse un objet, il faut absolument être extérieur, donc s'en tenir aux faits. C'est pour ça par exemple qu'il y a beaucoup de journalistes qui étudient la sociologie pendant leurs études, parce que normalement ils sont censés être objectifs quand ils analysent par exemple le discours d'un politicien. Ce qui est malgré tout pas forcément évident, parfois. Donc, faire abstraction des préjugés et ensuite analyser. Alors quand on dit préjugés, les préjugés c'est des pensées automatiques qui qualifient par exemple une catégorie. Si je vous dis par exemple que tous les fonctionnaires sont des feignants, ça fait partie des préjugés qu'on peut sortir assez facilement sur la catégorie des fonctionnaires. Pour autant, on sait très bien, comme ça, de manière indirecte, que parmi les fonctionnaires, il y en a qui bossent beaucoup, et puis il y en a qui bossent peut-être un peu moins, mais pas plus que dans le privé. Dans le privé, c'est pareil, il y a des gens qui bossent beaucoup, et puis il y a des gens qui bossent un peu moins. Donc, c'est un préjugé de dire que les fonctionnaires sont tous des feignants.
Du coup, quand on va analyser par exemple le travail des fonctionnaires en sociologie, il faut absolument sortir de ce préjugé-là. Et pareil, il faut être extérieur à son sujet d'étude. Donc si par exemple, j'analyse le suicide dans la société, voilà, un truc très joyeux. Mais si j'ai moi-même été été dans cette position-là, voilà, d'avoir fait une tentative de suicide par exemple, est-ce que je suis parfaitement objectif pour étudier cet objet? Sans doute que non, voilà. Enfin, en tout cas, Émile Durkheim considère que non. On ne peut pas étudier ce fait-là si on est personnellement impliqué. Il faut forcément être extérieur. Également, un fait social n'est explicable que par un autre fait social qui lui est antérieur. Donc là, il va vraiment être influencé par ce que vous connaissez bien, c'est la recherche documentaire. Influencé par la recherche documentaire, c'est-à-dire que quand on analyse un objet d'étude, on va analyser comment ça se passait dans l'histoire. Si par exemple j'étudie toujours le suicide, Émile Durkheim considère que potentiellement il peut y avoir des similitudes entre le suicide à l'époque industrielle et le suicide à l'époque de l'Antiquité. Donc on va essayer de trouver de la documentation, on va faire une recherche documentaire, historique, sur ces faits-là. Voilà, pour essayer d'analyser aussi l'évolution. Voilà. Alors peut-être qu'il y a des similitudes, mais aussi peut-être qu'il y a des différences. Donc il faut être capable de trouver tout ça. Voilà. Donc moi par exemple, dans mes études, quand j'ai fait de la sociologie, j'ai analysé la naissance. Voilà, la naissance comme objet sociologique, c'est-à-dire comment les parents accueillent un enfant. Et donc on a étudié l'histoire de la naissance, voilà, et on a vu des choses diverses et variées, voilà, comme par exemple que à l'époque la naissance, on faisait naître un enfant un peu comme on faisait naître un animal, un veau par exemple, parce que on tombait souvent enceinte, donc quand on arrive au 8e, au bout d'un moment ça devient une banalité aussi, et puis la perte d'un enfant n'était pas considérée de la même façon. Voilà, aujourd'hui, on a peu d'enfants par couple, alors qu'à l'époque on en avait beaucoup. Si on en avait beaucoup, c'était parce que on savait qu'il y avait une mortalité importante. Donc, on était moins attaché à son enfant. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important aussi pour expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens sont très attachés à une naissance, voilà, et pourquoi la famille aussi est attachée à ça. Voilà, des choses très intéressantes. Et donc là, on peut faire le parallèle avec votre diagnostic. Dans votre diagnostic, vous avez fait deux choses. Vous avez fait questionnaire d'enquête et aussi des interviews. Alors très peu, mais vous en avez fait quand même. Et tout ça, ce sont des techniques qui sont utilisées en sociologie, beaucoup, énormément, et dont l'analyse qu'on peut en faire est calquée sur la méthode de Durkheim. Voilà, j'explique. Quand on fait un questionnaire, vous avez fait des questionnaires, vous avez posé des questions. On vous a toujours dit, nous, formateurs, tu poses cette question, mais qu'est-ce que tu cherches? D'accord? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux démontrer? Qu'est-ce que tu veux prouver? Voilà. Et donc, si on vous a posé cette question-là, c'est pas pour rien. C'est parce que si vous voulez obtenir des résultats et orienter votre questionnaire de la bonne façon, il faut absolument utiliser des préjugés. Voilà. Ce que nous, on vous a appelé des hypothèses, qui sont des préjugés, d'accord, d'accord. C'est des réponses qui sont toutes faites. Par exemple, vous avez analysé différentes choses là au cours de votre enquête. Vous avez analysé, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple, de savoir si les maîtres de stage sont satisfaits des outils de l'alternance utilisés par la MFR de la Dombes. Voilà. Donc ça c'était ce que vous cherchez. Il faut formuler une hypothèse. Il faut dire, par exemple, que les maîtres de stage sont globalement satisfaits de l'utilisation de ces outils. Et donc là, on pose la question, êtes-vous satisfait des outils? Mais si on précise pas quels sont les outils, est-ce que la personne qui répond sera à même de considérer l'ensemble des outils? Donc il va falloir peut-être les lister dans une question. Voilà. Vous avez utilisé comme outil d'alternance tel ou tel outil, voilà, le téléphone, appeler le tuteur, le carnet de correspondance, etc., etc. Donc lister ces outils, c'est aussi faire prendre conscience à la personne questionnée de tous ces outils, et
Ensuite, ben là, on lui pose la question de savoir s'il est satisfait ou pas. S'il n'est pas satisfait, ben il faut creuser, il faut savoir pourquoi il n'est pas satisfait. Et donc, une hypothèse, donc les maîtres de stage sont globalement satisfaits des outils de l'alternance utilisés par la MFR de la Dombe, elle se vérifie, ou elle s'infirme, c'est-à-dire que elle va pas être juste, elle va être fausse. Et donc, ça c'est intéressant parce que justement, eh ben, ça va nous apporter du grain à moudre, et ça va apporter donc à votre commanditaire des choses à analyser, et des choses à retravailler. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Voilà. Et donc, indirectement, par le questionnaire, vous faites de la sociologie. Donc il faut vraiment en être conscient. Un questionnaire, vous ne pouvez pas le poser sans, au préalable, avoir réfléchi à des hypothèses. Voilà. Parce qu'il faut absolument que votre questionnaire soit bien complet. Dernière chose, un fait social n'est explicable donc par un autre fait social qui est antérieur, bien ça on l'a vu. Donc c'est tout bon. Allez, je passe à la suite. Alors, là on est sur le deuxième concept sociologique qui va tenir sur 2 diapos et qui va concerner la société. Donc Durkheim va créer un modèle d'analyse de la société. Il va essayer de déterminer quelque chose d'assez global qui puisse être appliqué dans différentes sociétés pour ensuite permettre facilement l'analyse. Donc il va conceptualiser cette notion-là de société. Alors, il pense que, tout d'abord, Durkheim pense que la société crée les individus. Créer les individus, c'est-à-dire que vous avez la soupe globale où tous les individus baignent, et tous ces individus sont bombardés par les autres individus et le fonctionnement de la société. Donc, dans le fonctionnement de la société, vous retrouvez tout ce qui est considéré par les normes, par les éléments du contexte, etc., etc. Donc tout ça, ça forme la société, et les individus sont bombardés par tout ça. Donc il distingue la conscience collective et la conscience individuelle qui coexistent au sein de chaque personne. Donc dans un individu, on va avoir une conscience individuelle, on va avoir une part d'individualisme, qui est aujourd'hui dans notre société, on peut considérer quand même qui est assez fort, voilà, et une part collective, conscience collective, donc conscience de groupe. Vous êtes constitués tous à peu près de la même manière, c'est-à-dire que vous avez une conscience individuelle, voilà, vous avez des choses que vous aimez particulièrement faire, voilà, jouer aux jeux vidéo, faire de la lecture, faire de la danse, etc., etc. Et puis vous avez une conscience collective, c'est-à-dire quelque chose qui vous constitue, voilà, lié par exemple au fonctionnement familial. Voilà, vous avez une famille qui est très solide, très proche, une famille où la religion est très présente, etc., etc. Donc ça, c'est votre socle collectif. Et donc, petite définition, la conscience collective, c'est l'ensemble des idées communes à tous les membres d'une société. Voilà. Et la conscience individuelle, ce sont les opinions propres à un individu. Sa façon de penser propre. Il pense qu'un individu guidé par sa seule conscience individuelle, serait incapable de vivre en groupe car il ne peut pas créer de liens sociaux. Donc un individu qui n'a qu'une conscience individuelle et très peu de conscience collective, très faible, il ne peut pas vivre en société. Donc vous connaissez tous quelqu'un, voilà, qui est peut-être socialement défaillant, voilà, qui a du mal à vivre en société, et cette personne-là a une conscience collective qui est prédominante, voilà, selon Émile Durkheim, bien entendu, puisqu'il y a d'autres personnes, des psychologues, analystes, qui pensent de manière différente, mais en tout cas pour Durkheim, c'est plutôt ça. Il distingue 2 choses aussi, le sacré et le profane. Le sacré, donc c'est ceux qu'on ne peut pas toucher, et le profane, c'est ceux vers quoi il ne faut pas aller. Donc tout ce qui relève du sacré est isolé du profane et protégé par des interdits. Donc le sacré, on peut pas le bouger, c'est quelque chose d'indéfectible. On peut pas passer outre. Et le profane, donc c'est quelque chose qu'on va maintenir à l'écart du sacré par des interdits. Donc dans la société, il y a des interdits, beaucoup. C'est pour protéger tout ça, d'accord ? C'est pour protéger du profane et pour protéger le sacré. Donc les règles, les lois, tout ça, ça va pour lui dans le même sens, d'accord ? Si par exemple on interdit aux mineurs d'acheter de l'alcool,
c'est parce que l'alcool, aujourd'hui, dans notre société, ça fait partie du profane. Et pour autant, ça évolue. C'est-à-dire que l'alcool, avant, on en buvait très facilement, hein, voilà, c'était un produit de consommation commune, hein, l'alcoolisme dans les campagnes existait de manière bien plus forte, hein, et donc on pouvait acheter de l'alcool quand on était mineur avant. Voilà, mais c'est des lois, en fait, qui vont interdire petit à petit, parce que des enfants alcoolisés, ça se faisait pas. Voilà, c'est quelque chose qui pouvait pas être conscientisé par les gens à l'époque. Voilà, les enfants de 8 ans qui amenaient leur canon de rouge à l'école, hein, c'était autorisé. Voilà, parce que l'eau était pas forcément bonne à la consommation, donc on préférait boire de l'alcool. Et donc, comme ça se faisait pas d'amener pour un enfant de 9 ans de l'alcool à l'école, et du coup, petit à petit, c'est passé dans le profane, cette pratique-là. D'accord? Donc le sacré et le profane. Le sacré, c'est l'enfant, voilà, dans la situation-là. Hein, on ne touche pas à l'enfant, on touche pas on ne le met pas à mal. Et l'alcool, là, du coup, c'est le profane. Donc c'est petit à petit rentré comme ça. Je passe à la deuxième diapo, toujours sur le même concept, hein. Et donc là, on va parler de la division du travail. Donc c'est la source de la solidarité, mais la conscience collective tend à s'affaiblir. C'est-à-dire que au travers de la division du travail, on a vu une conscience collective vraiment importante monter, hein, avec la création de ce nouveau groupe, hein, les ouvriers, la classe ouvrière. Et pour autant, la conscience collective tend à s'affaiblir parce que les réclamations de ce groupe-là sont plutôt individualistes. Et donc, et puis en plus, on a cherché aussi à les diviser. Donc, cette conscience collective-là va s'affaiblir petit à petit. La division du travail est un phénomène social qui crée de nouvelles formes de solidarité, ce qu'on va appeler la solidarité organique. Voilà, deux types de solidarité, hein, donc la solidarité organique et la solidarité mécanique. Organique, c'est comme les organes du corps, hein, c'est-à-dire que mon cœur, il peut pas fonctionner sans mes poumons qui apportent l'oxygène. Mes muscles sans le cœur, c'est pas possible, d'accord? Le foie, pareil. Donc du coup, organique, c'est-à-dire que tout est lié, imbriqué les uns les autres. Solidarité organique. Pour autant, c'est des groupes individuels, d'accord? Le cœur est individuel, des poumons, etc., etc., d'accord? Ils sont pas dans le même bloc. Donc c'est pour ça en fait que Durkheim dit que la conscience collective s'affaiblit, c'est que on va créer, en fait, on va diviser et créer des groupes différents. Donc la solidarité organique affaiblit la conscience collective, c'est bien ce qu'on dit. L'affaiblissement de la conscience collective favorise le développement de comportements anormaux, et donc par-delà le suicide. C'est pour ça qu'il a étudié le suicide. Alors là, dans l'explication, ça tend pas à vous expliquer que finalement, le suicide, il est expliqué par tout ça, d'accord? Donc, bien entendu, il y a des éléments de contexte un peu différents, hein, voilà. Mais le suicide, si vous voulez, les suicides à l'époque industrielle dans le milieu ouvrier s'expliquent aussi par une solidarité en fait collective qui va s'affaiblir petit à petit, hein, d'accord? Les gens vont se retrouver de manière beaucoup plus seule, individualiste, et quand on est individualiste, on bénéficie pas forcément des formes de solidarité, donc derrière, ça peut entraîner des suicides, voilà, pour des gens qui se retrouvent tout seuls et qui n'ont plus de porte de sortie. Il constate que le taux de suicide est beaucoup plus élevé dans les sociétés modernes. Le suicide est un comportement qui suit plusieurs logiques, et donc là il les explique, et il explique 3 formes de suicide en fait. Le suicide altruiste, caractéristique des sociétés à forte conscience collective, l'individu renonce à la vie au nom d'une valeur supérieure. Donc là par exemple c'est toutes ces vagues de suicides qu'on avait vues en Birmanie il y a de ça une dizaine d'années, quand le régime a voulu sanctionner les moines birmans, ceux qui portent des toges orange, peut-être que vous connaissez, et donc suicide altruiste, c'est-à-dire que pour protester contre le gouvernement, les moines, certains moines se sont immolés par le feu. Voilà. Et donc ça, le fait de s'immoler par le feu, c'est une forme de suicide qui est à forte conscience collective à la base. Ensuite, le suicide égoïste, plus courant dans les sociétés à forte conscience individuelle. L'individu refuse de se plier aux normes sociales et préfère la mort au conformisme. Donc là, c'est refuser le conformisme, refuser la norme. Donc par exemple,
On appartient, donc on fait partie d'une communauté religieuse, on refuse cette religion, et la seule porte de sortie qui s'offre à nous, c'est le suicide, hein, pour échapper à ça. Donc là, c'est un suicide égoïste, parce qu'on refuse la norme, on refuse l'ensemble. Ensuite, le suicide anomique. Caractéristique des sociétés modernes, l'individu est frustré de ne plus pouvoir atteindre ses objectifs dans une période de crise économique, de chômage. La conscience collective s'affaiblit. Donc là, c'est par exemple le suicide des agriculteurs. Hein, on est tout à fait dans cette forme de suicide-là, anomique. Hein, l'agriculteur qui n'arrive plus à s'en sortir parce qu'il peut plus payer ses traites, parce qu'il n'arrive plus à nourrir ses bêtes, eh ben il va se suicider pour échapper à tout ça. Voilà. Parce que il ne voit pas de porte de sortie. Et là, en fait, c'est une forme de suicide qui est constatée par un affaiblissement de la conscience collective du groupe. Voilà. Donc, présentation de Durkheim. Il y a encore beaucoup de choses hein, sur Émile Durkheim qu'on peut pas forcément tout voir. Voilà, c'est un sociologue très intéressant. Vous pouvez trouver des extraits facilement sur Internet. Donc voilà, si ça vous intéresse d'approfondir, il n'y a pas de souci, vous pourrez trouver facilement des choses. C'est le modèle de l'analyse sociologique actuelle, vraiment une référence, donc voilà, vous pouvez être sûr que ces écrits sont encore très utilisés dans les études. Hein. Moi j'ai bouffé du Durkheim pendant beaucoup d'années en faculté. Voilà, ben, je vous remercie, c'était le dernier sociologue, donc bah écoutez, bon courage à vous, voilà, bonne continuation, et puis on verra ce qu'on fera après sur la sociologie, on verra peut-être des choses un petit peu différentes. Voilà. Merci beaucoup, allez, au revoir.